Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes séries, nous décortiquons des sujets sur plusieurs émissions qui permettent de comprendre, d'appréhender les choses et de développer nos capacités cognitives et techniques pour naviguer dans le monde qui nous entoure. Nous vivons un paradoxe remarquable. Nous disposons aujourd'hui d'une quantité de connaissances sans précédent dans l'histoire humaine. Nos bibliothèques regorgent de savoirs accumulés. Nos universités forment des experts dans des domaines toujours plus pointus. Et pourtant, face aux défis qui se présentent à nous, qu'ils soient personnels, professionnels ou bien collectifs, nous nous sentons souvent démunis, incapables de comprendre ce qui se joue véritablement. Cette situation n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une manière particulière d'organiser nos connaissances, une approche qui, tout en produisant une certaine forme d'excellence, engendre simultanément une forme insidieuse d'ignorance. Oui, vous avez bien entendu. Comprendre ce mécanisme devient essentiel si nous souhaitons véritablement développer notre intelligence et non seulement accumuler des informations bêtement. Pensons à un exemple concret. Imaginons que nous cherchions à comprendre pourquoi nous nous sentons épuisés au travail. Le médecin nous parlera de cortisol, de rythme circadien perturbé, de carences possibles. Le psychologue, lui, il évoquera le stress, les schémas comportementaux, peut-être un syndrome d'épuisement professionnel, qui sait. Le sociologue, lui, il va mentionner les structures organisationnelles défaillantes, la culture de la performance, les injonctions contradictoires du monde contemporain, etc. Et l'économiste alors, lui, il va pointer les contraintes de productivité, la précarisation croissante, les transformations du marché du travail. Chacun de ces regards est précis, est documenté et scientifiquement fondé. Ils n'ont pas tort, ces gens. Et pourtant, aucun ne nous donne véritablement la clé pour comprendre notre situation. Pourquoi ? Parce que notre épuisement n'est justement pas un problème médical ou psychologique ou sociologique ou économique. Il est tout cela à la fois, tissé dans un ensemble complexe où chaque dimension influence les autres, où notre biologie dialogue avec notre environnement social, où nos émotions répondent aux structures qui nous entourent. La réalité qui nous entoure, que nous vivons, est fondamentalement complexe au sens premier du terme. Elle est tissée ensemble, entre guillemets. Mais notre manière d'apprendre, donc héritée d'une certaine organisation du savoir, nous entraîne à découper, séparer et isoler. Nous avons appris à exceller dans l'art de fragmenter le réel, mais nous avons perdu l'aptitude à percevoir ce qui le relie. Une transition s'impose ici, car ce que nous venons de décrire n'est pas un problème théorique ou académique, il s'agit d'un enjeu profondément pratique qui affecte notre capacité à naviguer dans l'existence avec lucidité et efficacité. L'hyperspécialisation. L'hyperspécialisation possède une histoire respectable. Elle découle d'une logique séduisante qui est qu'en délimitant précisément un domaine, nous pouvons l'approfondir avec rigueur. C'est vrai. En nous concentrant sur un objet d'étude clairement défini, nous devenons capables d'en percer les secrets. Cette approche a indéniablement produit des résultats impressionnants. C'est elle qui nous a permis les avancées médicales, technologiques et scientifiques dont nous bénéficions aujourd'hui. Mais cette même approche porte un piège subtil, évidemment. C'est qu'en isolant un fragment de réalité pour mieux l'étudier, nous finissons par oublier qu'il s'agit précisément d'un fragment, extrait d'un tout plus vaste. L'objet d'étude commence à être perçu comme une chose en soi, en fait. Une chose en soi, autosuffisante et détachée du réseau de relations qui lui donne son sens véritable. Prenons l'exemple d'une dispute relationnelle, rien que ça. Le spécialiste de la communication analysera les patterns verbaux, les malentendus linguistiques, les styles de communication incompatibles. Le thérapeute, lui, qui est formé à une approche psychodynamique, il va chercher les blessures anciennes qui sont réactivées, il va chercher les projections inconscientes. L'expert en neurosciences, quant à lui, il va évoquer l'amygdale activée, les réactions de survie primitives, ce genre de choses. Et chacun a raison dans son registre, en fait. Chacun voit une part de vérité, mais une part. Et cette dispute, dans sa réalité vécue, elle n'appartient à aucune de ces catégories isolément. Elle émerge précisément de leur enlacement, de tout ça, en fait. Ce qui devient invisible, en fait, dans cette fragmentation, ce sont les ensembles, ce sont les interactions. C'est ce que nous pourrions appeler, donc, l'écologie des situations.
Nous perdons la capacité à percevoir comment les différentes dimensions d'un problème se nourrissent mutuellement, comment elles forment un système vivant plutôt qu'une collection de pièces détachées. Et plus grave encore évidemment, cette manière de voir là, ou plutôt de ne pas voir, nous rend progressivement aveugles au contexte. Or, tout problème particulier ne peut être véritablement compris que s'il est inscrit dans son contexte. Et ce contexte lui-même ne peut être saisi qu'en relation avec des cercles de contexte toujours plus larges, jusqu'à atteindre parfois la dimension planétaire de nos existences contemporaines. Je ne veux pas vous faire peur, je veux juste essayer de faire des connexions. Considérons nos choix alimentaires quotidiens. Au niveau le plus immédiat, il s'agit de nutrition, c'est-à-dire des calories, des nutriments et un équilibre des macronutriments. Mais ces choix-là, ils s'inscrivent aussi dans un contexte économique. Quels aliments pouvons-nous nous permettre ? Dans un contexte culturel aussi, ils s'inscrivent. Quelles sont nos habitudes, nos traditions, nos dégoûts appris ? Ils s'inscrivent également dans un contexte psychologique. Comment utilisons-nous la nourriture pour réguler nos émotions ? Et puis dans un contexte environnemental, quel est l'impact de notre alimentation sur les écosystèmes ? Et puis dans un contexte social, que signalent nos choix alimentaires sur notre appartenance, sur nos valeurs, sur notre culture ? Fragmenter cette question, c'est la rendre strictement insoluble. C'est en fait la bonne réponse, entre guillemets, nutritionnelle, elle peut être la mauvaise réponse économique, ou la mauvaise réponse psychologique, ou la mauvaise réponse environnementale. Et seule une intelligence capable d'embrasser simultanément ces multiples dimensions peut nous permettre de faire des choix véritablement éclairés et cohérents avec qui nous voulons être. Oui, c'est évident qu'il y a beaucoup de choses. Non, on ne peut pas tout savoir, mais juste d'être conscient des différentes catégories, déjà ça, c'est déjà énorme. Il existe une dimension plus insidieuse encore à cette fragmentation. C'est la manière dont elle affecte nos relations au savoir et aux autres. Lorsque nous hyper-spécialisons, si je peux dire ça comme ça, notre domaine d'expertise du coup, devient progressivement notre territoire. Nous développons un langage spécifique, des concepts propres qui nous distinguent, et cette identité disciplinaire, qui est au départ fonctionnelle, peut se transformer en frontière défendue. L'esprit hyperdisciplinaire devient alors un esprit de propriétaire. En fait, il perçoit toute incursion dans son domaine comme une menace. Il perçoit toute tentative d'établir des ponts comme une dilution inacceptable. Vous comprenez certains schémas psychologiques ? Nous avons tous rencontré cette attitude. Les spécialistes qui rejettent d'emblée toute perspective alternative, qui refusent de considérer que son objet d'expérience, son objet d'étude, pourrait aussi être éclairé par d'autres approches. On rencontre ça dans le quotidien. On ne parle pas là de spécialité scientifique ou d'hyperspécialisation dans un domaine très précis de niche. C'est comme ça avec tous les domaines. Et cette posture ne relève pas de l'arrogance personnelle. Elle découle d'une structure même de pensée qui, à force de s'affiner, s'est rigidifiée. Le paradoxe est saisissant. Le mot « discipline » désignait originellement un instrument d'autocritique. C'est un fouet symbolique en fait pour se remettre en question en gros. Et dans sa dérive contemporaine, la discipline est devenue l'instrument pour flageller celui qui ose questionner, qui tente de déplacer les frontières établies. C'est fou, non ? Dans nos vies quotidiennes, en fait, cette logique, elle se manifeste vraiment constamment. Je vous invite à vraiment essayer d'observer autour de vous, vous allez voir. Combien de fois avons-nous vécu cette scène ? Face à un problème complexe, chaque intervenant défend farouchement son angle d'approche, incapable d'intégrer véritablement les perspectives des autres. Le débat ne porte plus alors sur la compréhension du réel, mais sur la défense de territoires préétablis. C'est un angle ravageur, et pourtant ça se passe tout le temps. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire ? Reconnaître ses limites ne signifie pas non plus rejeter la spécialisation, c'est pas ça. L'approfondissement rigoureux d'un domaine demeure précieux. Sans la capacité de délimiter un champ d'étude, la connaissance deviendrait effectivement insaisissable et beaucoup trop superficielle en fait. Sans la rigueur méthodologique propre à chaque discipline, nous perdrions en précision ce que nous gagnerions en ampleur. La véritable intelligence consiste à maintenir cette double exigence, la rigueur de l'approfondissement et l'amplitude de la vision. Il s'agit de cultiver simultanément la capacité de plonger en profondeur et celle de prendre de la hauteur, de zoomer et de dézoomer en gros, de voir le détail et la structure d'ensemble.
Ça exige un effort conscient et continu parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas élevé comme ça. Notre époque ne nous y encourage pas non plus, en fait. Et nos systèmes éducatifs, nos organisations professionnelles, nos structures de reconnaissance sociale tendent tous vers la fragmentation croissante. Et développer une intelligence intégrative, ça devient donc un espèce d'acte de résistance en fait. De résistance élégante, certes, mais de résistance quand même. En fait, ça devient une espèce d'affirmation de notre responsabilité intellectuelle finalement. Concrètement, cela signifie cultiver certaines pratiques. Lorsque nous étudions un sujet, nous pouvons systématiquement nous demander quel est le contexte le plus large ? Quelles sont les dimensions que j'exclus pour ma manière de poser la question ? Ça, c'est important, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Donc, quelle dimension est-ce que je souhaite exclure par ma manière de poser la question ? Comment ce problème pourrait-il être éclairé différemment depuis d'autres perspectives ? Et cela signifie aussi accepter l'inconfort de la complexité, en fait. C'est résister à la tentation du réductionnisme facile, de faire des raccourcis et des amalgames gratos comme ça. Quand en fait, tout en nous aspire à une explication simple, à une explication unique, définitive, à ce moment-là, le réflexe, c'est de pouvoir choisir de maintenir vivante la tension entre les différentes dimensions d'une réalité, c'est de dire « Attention, il y a ça qui existe. Je ne sais pas comment ça se manifeste, mais je sais que ça existe. » Vous voyez ? Ça implique enfin ceci de cultiver encore une fois cette humilité intellectuelle. C'est reconnaître que notre expertise, aussi profonde et pointue soit-elle, n'épuise jamais la richesse du réel. Notre domaine de compétence éclaire un aspect des choses, mais il existe toujours d'autres aspects, également légitimes, également essentiels. Cette posture n'affaiblit pas notre excellence, au contraire, elle l'enrichit et elle la rend véritablement pertinente. Car une connaissance qui s'ignore elle-même, qui ne sait pas ses propres limites, qui ne se situe pas dans un ensemble plus vaste, reste ultimement stérile. L'intelligence véritable n'est pas celle qui sait beaucoup de choses, mais c'est celle qui sait comment les choses, elles se relient, elles s'influencent, elles se transforment mutuellement. C'est choisir son contexte, en fait, choisir quels éléments j'inclus, quels éléments j'exclus, mais c'est au moins avoir conscience des éléments que j'exclus. C'est ça, en fait, qui est intéressant, qui est intelligent sur le principe. Dans cette série d'explorations sur le développement de notre intelligence, nous avons maintenant établi plusieurs repères essentiels. L'esprit complet intègre la rigueur scientifique et la sensibilité humaniste. L'apprentissage authentique transcende l'accumulation de connaissances disciplinaires et désormais, nous comprenons que la fragmentation du savoir, malgré ses vertus apparentes, peut devenir le plus grand obstacle à notre lucidité. J'espère que cette série de 4 émissions vous a plu. Je rappelle une fois de plus que mes travaux sur cette série ont été inspirés du brillant ouvrage « Une tête bien faite » d'Edgar Morin, que je conseille évidemment à toute personne souhaitant approfondir ses perspectives. Et je serai ravie de vous lire en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt!